Bonjour à tous, bonjour. Sophie de Terlet, je suis rédactrice en chef du Figaro étudiant. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous pour parler études et métiers d'art, un sujet que je connais bien. Donc j'ai avec moi des invités d'écoles très, très prestigieuses et très intéressantes. Philippe Lobby de Subcréa, voilà, Subcréation. Sub de création. Maude Dufour à ma droite de l'école des nouvelles images d'Avignon. Bonjour. Et Yann Fabès qui est de l'atelier de Sèvres, voilà, célèbre prépa aux écoles d'art. Première question, c'est vrai que lorsqu'on est parent, et même pour les jeunes, c'est parfois pas évident de imaginer faire des études artistiques. Hein. C'est pas comme des écoles d'ingénieurs ou une école de commerce. Ça peut être un petit peu inquiétant. Est-ce qu'il y a tout simplement des débouchés, Yann Fabès? Heureusement. Oui, heureusement. Après, effectivement, il y a un panorama qui est quand même extrêmement étendu d'écoles, de typologie d'écoles, avec les réseaux d'enseignement supérieur, avec des formations. Alors, je pense qu'on va parler aussi beaucoup des métiers d'art ici. Hein. Oui, alors peut-être parler un peu peut-être des métiers, et puis après on va parler des formations D'accord. pour s'y préparer. Ouais. Évidemment, les métiers sont en lien avec les Ouais. formations, Alors, mais peut-être dire tout simplement qu'il y a des métiers derrière ces écoles, et oui, quels sont ces métiers oui, déjà, qui sont peut-être oui. qu'on connaît tous, mais on ne les connaît pas forcément très bien. Alors, vous avez, si on prend les formations qui sont les plus généralistes, c'est-à-dire celles qui sont vraiment post-bac et qui vont vous amener à un niveau d'études en bac plus 3, bac plus 5, on est sur des métiers qui couvrent les domaines artistiques, c'est-à-dire les écoles d'art qui sont, par exemple, notamment sous tutelle du ministère de la Culture, et qui vont vous former des artistes, des gens qui sont capables de travailler dans le domaine des arts plastiques, et aussi des designers, et aussi ils ont des sections communication qui forment surtout des designers graphiques, notamment. Vous avez après un autre réseau d'écoles publiques toujours qui est très spécifique et qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, et c'est des écoles qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire que c'est des écoles par exemple parisiennes comme Boulle, Il y en Ensama, a une à côté d'ici, hein, qui est l'école du Perret. Dupéré qui est juste là. Quand vous sortez d'ici, vous pouvez Exactement. voir l'école du Perret, qui Voilà. est une célèbre école de mode. Et voilà, c'est ça. Et donc ces écoles qui sont pas dans le même réseau, on va dire, ce sont des écoles qui forment à des métiers plus spécifiques, la mode, le design, mais beaucoup plus technique, voilà. Et puis vous avez aussi tout un domaine qui va couvrir aussi la question du cinéma d'animation, notamment. Avec des écoles qui là aussi sont un peu hors réseau. Vous avez les Gobelins à Paris, vous avez des écoles qui sont représentées ici. Et puis, vous avez une myriade de métiers d'art qui sont vraiment très spécifiques et très. Qui sont des métiers de niche, en fait, qui correspondent aux arts du feu, aux arts textiles, enfin, à différents types de métiers, et pour lesquels je pourrais peut-être vous faire une présentation, parce que c'est des formations qui sont très spécifiques, et avec des écoles aussi. Alors, j'ai déjà parlé, parce que l'ENSAMA, Boulle font des formations spécifiques sur des métiers d'art qui sont très particuliers. Mais voilà, vous avez une myriade de petits métiers auxquels on peut se former en bac plus 2, ou voire même au niveau bac, en sortant d'un bac pro et en faisant un CAP ou un BMA, par exemple, un brevet des métiers d'art. Et donc, il y a un panel qui est absolument extraordinaire. Alors, la vraie difficulté, effectivement, c'est de se retrouver dans l'ensemble de ces formations. Et je dirais que la première chose à faire, c'est d'abord cibler un métier et ensuite regarder ce qu'il y a autour en termes de satellites, de constellations, le nombre d'écoles qui peuvent répondre à ces métiers avec des diplômes différents, des niveaux de formation différents. Enfin voilà. Mais c'est sûr que Oui, vous avez bien très riche. décrit l'univers des écoles d'art, qui est assez complexe à décerner. Je m'adresse à vous, Maud Dufour. Vous, c'est une école qui s'appelle l'école des nouvelles images, voilà, d'Avignon, que je connais bien. À quoi vous préparez finalement? À quel métier? Alors c'est toujours pareil, des métiers dans ce milieu-là, il y en a des centaines. Le cinéma d'animation regroupe à lui seul peut-être une centaine de métiers qui vont du storyboarder au character designer, celui qui crée le Les personnage personnages. voilà. Ça va être le lighter, ça va être Celui qui fait les lumières. celui qui fait les lumières, ça va être le VFX, celui qui fait les effets spéciaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, on essaye en tous les cas de les former de manière très généraliste au cinéma d'animation, tout en ayant des spécificités, puisqu'on ne peut pas tout faire
dans cette carrière-là. Oui, j'avais vu qu'il y a certains qui étaient spécialisés dans les cheveux, dans l'herbe, ouais. dans enfin, vraiment des choses très techniques. Donc ça, on le découvre à peu près vers la 4e année. Mais en tous les cas, jusqu'en 4e année, on va essayer d'avoir un cursus très généraliste. Et les studios, quand même, sont très friands de gens généralistes. D'accord. C'est-à-dire que l'idée de dire, moi, je ne fais que du fur et je ne sais faire que ça, ne me parlez pas d'autre chose, c'est un peu compliqué pour travailler. Et je reviens juste sur ce que vous disiez sur l'insertion professionnelle. Dans le milieu de la 3D, elle est excellente. C'est pas une erreur d'aller dans ces filières. Oui, parce que ça peut être un peu inquiétant, j'imagine, je me mets à la place des parents, de se dire, voilà, c'est pas aussi balisé, disons, que quelqu'un qui veut faire une classe préparatoire, il veut faire une école d'ingénieur ou une école de commerce. Il y a un petit côté, on connaît moins souvent, sauf si, bien sûr, vous êtes dans le métier vous-même. Souvent, les parents mais nous souvent, regardent, si vous êtes là, en général, c'est que, bon, vous n'êtes pas forcément tous dans le métier, c'est normal. Et on se demande... et puis, c'est vrai que quand même, ce que vous disiez, les écoles, il y a un grand nombre d'écoles, on le voit sur le salon, des écoles publiques, des écoles privées. Il y a des écoles privées consulaires de la Chambre de commerce, comme les Gobelins, par exemple, ou Rubica à Valenciennes. Il y a des écoles de l'éducation nationale, comme l'école Boulle, l'école Estienne, l'école du Perret. Il y a des écoles qui sont sur Parcoursup, d'autres qui n'y sont pas, des écoles en alternance ou pas. Pas facile de faire son chemin. En tout cas, d'abord choisir un métier. Voir que le cinéma d'animation... choisir une passion peut-être, parce que c'est quand même des métiers hyper prenants, où il faut avoir vraiment l'envie de faire ça, l'envie d'être devant un ordinateur pendant 10 heures par jour. Donc vraiment avoir cette envie-là de créer des choses, d'imaginer des histoires, de se mettre au service d'un réalisateur et d'avoir voilà, cette passion-là pour après peut-être dans la formation se dire ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça, mais faire ça, ça me plaît. Le cinéma d'animation, parce que c'est une école de cinéma d'animation à Avignon. L'animation 3D, 2D et jeux vidéo. Oui. Et jeux vidéo. Ce sont des studios qui sont en France. Alors, moi, je connais Ubisoft, par exemple, mais il y a beaucoup de studios en France où il faut forcément aller faire carrière à l'étranger. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a une dizaine d'années, le gouvernement avait créé un crédit d'impôt qui a permis à beaucoup de studios de revenir créer en France. Il y a actuellement la même chose qui va se faire sur les... studios de jeux vidéo. Donc il y a un énorme marché. Il y en a qui étaient partis au Canada. Oui, puis ils reviennent. Il y a vraiment une French touch de l'animation française et c'est top. Vous avez votre école a gagné un prix il n'y a pas longtemps. Oui, on a gagné le... J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure et là ça m'en revient plus. Écoutez, j'ai écrit un article dessus et je me souviens plus non plus. Donc on a gagné le Student Academy Awards à Los Angeles, voilà, c'est ça. qui est les Oscars des films étudiants. Voilà. Donc c'est plutôt voilà. Donc vraiment. On en a parlé au Figaro étudiant. Dans les 3 finalistes, il y avait quand même 2 écoles françaises. Donc ça prouve bien qu'il y a une vraie qualité et même dans le classement mondial des écoles de cinéma d'animation, par Animation Career Review, excusez-moi de mon accent, eh bien il y a pas mal d'écoles françaises, donc les Gobelins, l'ESMA. On forme bien en France et les prépas sont très bonnes aussi, parce que nous on reçoit beaucoup d'étudiants qui viennent de prépa et beaucoup de l'atelier. Même vous avez créé une prépa, je me souviens il y a quelques années, pour les écoles de cinéma d'animation. On va en parler parce que ce sont des écoles où il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, et pour les plus réputés il y a des concours. Donc et souvent, les élèves vont dans des prépas comme l'atelier de Sèvres pour ce type de prépa, pour ce type de concours. On va en parler. Et puis, je m'adresse à vous, Philippe Lobby. Il y a tous les métiers autour de la publicité, j'imagine, autour de la création en général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On est toujours un peu sur les débouchés, l'insertion professionnelle. Oui, alors moi je suis professeur référent de la filière Game Design de mon école. Ouais. Ceci dit, j'ai fait une formation aussi, le même genre de formation, très généraliste, un master responsable de la création, et aujourd'hui je m'occupe aussi des recrutements des élèves, et effectivement, pour suivre ce que vous disiez, la motivation et la passion, c'est nous les critères principaux au niveau du recrutement. C'est qu'on recrute des premières années. La passion, c'est vraiment ce qu'on a besoin de ressentir chez un étudiant
pour l'accompagner lors de notre formation. Est-ce qu'il faut être forcément fan de jeux vidéo, c'est quoi le profil des personnes que vous prenez? Alors, Est-ce qu'il faut être scientifique? Quel bac il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir fait une spécialité artistique pour intégrer? Est-ce que vous êtes sur Parcoursup tout simplement? alors non, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Et pour le coup, comme je le disais, le seul prérequis, en tout cas pour des premières années, c'est vraiment la passion et la motivation. Le reste, on considère qu'on est là pour leur apprendre. Ils vont avoir des cours de culture, que ce soit. Alors nous, on a quatre. Qu'est-ce qu'on apprend justement? Alors nous, on a 4 filières principales. Donc on a le cinéma, la publicité, le jeu vidéo et du coup le motion design. On parle beaucoup de motion design depuis ce matin au Salon du Figaro étudiant. C'est vraiment c'est quelque chose que dans toutes les formations aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est exactement le motion design? Alors, il faut bien dissocier l'animation 2D, 3D et aussi le motion design. Le motion design, notamment dans le milieu de la publicité, c'est tout ce qui sont les logos animés, tout ce qui va bouger à l'écran. Les logos. Ah, les logos animés. Qui vont être animés. D'accord, voilà. quand on voit le logo McDo qui prend Voilà. ses aises, c'est ça. C'est quelque chose que toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de faire, de dynamiser pour vraiment moderniser leur marque. Et, Vous pouvez pas venir moderniser un peu le logo du Figaro étudiant? Alors moi, je suis en game design, du coup. Donc, est-ce qu'il faut il faut être bon, je sais pas, des candidats qui sont ici, est-ce qu'il faut être bon en dessin, par exemple? Est-ce que en informatique, que Alors c'est sais-je? un peu la crainte des étudiants qui s'inscrivent chez nous, mais on leur explique toujours que pas spécialement. Comme j'ai dit, en fait, on va vraiment les accompagner. Alors, je précise, pour la première année. D'accord. Après, il y a c'est quand même vraiment une année de formation où on va leur apprendre les bases. Alors, on a des étudiants qui vont être très doués en dessin. D'accord. Et c'est des petites classes à chaque fois. C'est maximum 20 étudiants. Mais du coup, ils vont tous progresser à leur rythme parce qu'on va les intervenants pour pouvoir les accompagner. Mais en même temps, il y a aussi un effet de classe. On va les faire travailler en groupe, par équipe aussi sur certains projets. Et ils vont s'entraider et forcément, ils vont normalement, en fonction des matières... Normalement progresser. Exactement. Merci. Maud Dufour, est-ce que pour rentrer dans votre école, donc vous venez quand même gagner quasiment un Oscar, on peut le dire, est-ce que vous y étiez? Vous êtes parti à Los Angeles? Bah non. Non, c'est toujours pour les autres les voyages. C'est comme moi. Mais non, mais les Américains, ils payent pas. Ils n'invitent pas. Ils n'invitent pas, il faut payer son billet. Quel est le profil pour entrer dans une école d'animation? Alors là, on parle de votre école, mais il y a aussi d'autres écoles. Je vais citer les Gobelins à Paris, dans le 13e arrondissement. À Valenciennes, il y a bien sûr Rubica. Il y a Mopa à Arles, c'est votre voisin. Il y a l'ESMA à Montpellier pour tout ce qui est effets spéciaux. Voilà. On est nombreux. Vous êtes nombreux, mais toutes des bonnes écoles, honnêtement, que je connais bien. Donc, on a, je pense, un peu le même profil pour toutes les écoles. Alors bien sûr, nous, en cinéma d'animation, le critère de base va être quand même le dessin chez nous. D'accord. Il faut avoir un dessin compréhensible parce que c'est quand même la base de la recherche et de la création du film, et qu'une image 3D à générer coûte très cher, et que le film il doit d'abord fonctionner sur du papier ou sur une tablette graphique avant même d'être décidé qu'il va être créé de manière numérique. Donc nous, forcément, c'est le dessin. Alors, c'est pas un niveau extraordinaire, mais il faut quand même que le dessin soit compréhensible et donc, est-ce que, par exemple, c'est bien d'avoir fait une spécialité art ou il suffit, c'est un plus, mais de prendre des cours? Pas obligé. On ne va pas prendre que des gens qui ont fait une spécialité art. Et le bac technique, arts appliqués Ouais, on a de très bons ST2A qui viennent à l'école, mais on va. Mais c'est pas obligé, d'accord, c'est pas une obligation. Nous, enfin, tous les cas à l'école, on prend n'importe quel étudiant qui a le bac, qu'il soit scientifique ou pas, du moment où il aime dessiner, qu'il a un book fourni, intéressant et qui montre une réelle motivation à créer des histoires et à raconter un univers, il va venir chez nous. On parle souvent de book. Qu'est-ce que c'est qu'un book? Un book, c'est qui je suis à l'instant T. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je suis capable de dessiner? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la musique? Est-ce que je fais des fois, je leur dis même, mais si vous faites de la couture, montrez-le aussi, parce que mine de rien, la couture, c'est respecter des choses très précises et une création dingue. Et c'est pour être un bon rigueur, par exemple. Souvent, un bon rigueur, c'est quoi? Les rigueurs, c'est les gens qui créent le squelette à l'intérieur des personnages pour leur donner vie. D'accord. Et
très souvent, les bons rigueurs sont de très bons couturiers, crocheteurs. Enfin, c'est des travaux très précis, très minutieux, qui demandent énormément de rigueur. Et voilà, et toutes ces panoplies de gens font les divers métiers qui existent dans la 3D. Et voilà, Alors, peut-être Yann Farbès, peut-être, parce que comme... oui, après, on va vous donner la parole. Alors, oui, sur la question du book. Oui, Parce qu'il y a nous, beaucoup c'est- d'écoles, que ce soit les arts décoratifs, les beaux-arts, etc., ou des écoles de cinéma d'animation. À chaque fois, on demande un book et on se demande ce qu'il faut mettre dans ce book. Alors, moi, c'est effectivement l'un des domaines que je consulte le plus et je forme les étudiants de mon école à ça. Un book, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, ça représente le candidat. Et c'est normalement, on dit entre 8 et 12 projets, parce que quand on est examinateur ou quand on fait passer des entretiens d'embauche, on en voit beaucoup. Et donc, ça doit être quand même concis. On doit comprendre que l'étudiant arrive à trier, à savoir quels sont les travaux qui le représentent le plus et qui représentent le mieux le panel de ses compétences. Donc à travers son book, vraiment, il faut qu'il se présente, qu'il montre ses passions. Alors concrètement, ça peut être par exemple des photos, des dessins de voitures, de personnages. Alors, tout à fait. Nous, en fonction de la filière, tous Vos les books parents vont être vous différents. dessinez. Pour effectivement quelqu'un qui est dans le game design, en fonction de s'il veut être narrative designer ou visual designer, il va effectivement présenter soit une partie de ses histoires, des extraits, ou alors des visuels, des personnages. Et après, si on est pareil dans la publicité, ça va être différents types de publicité, peut-être dans différents contextes dans lesquels on a travaillé, en groupe, en seul. Vraiment, c'est présenter à une entreprise qui on est et voilà, comment on est capable de travailler. Yann Farbès, sur le book, alors vous avez l'atelier, voilà, l'atelier de Sèvres, j'imagine que vous, donc c'est une prépa, donc après le bac, pour se préparer au concours des écoles. Beaucoup d'écoles exigent un book. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les conseils pour faire ce book? Oui, alors c'est vrai que les concours d'entrée sont plutôt assez exigeants. Il y a des niveaux de sélectivité qui sont très très forts, surtout si on touche à certaines écoles. On parlait tout à l'heure des Gobelins dans le domaine de cinéma d'animation. Il y a les arts décoratifs dans le 5e à Paris, les beaux-arts dans le 6e. Voilà. Il y a toutes sortes d'écoles, selon ce que vous voulez, ou Dupéré, Estienne. Et quand même, à chaque fois, sauf peut-être les écoles parisiennes, Estienne, où c'est plutôt sur Parcoursup, mais sinon, globalement, il y a souvent demandé un book. Alors c'est un book, un entretien, surtout, ce qui est très important. Le book fait une partie du travail, mais pas uniquement. Aussi, je parle des écoles d'art plus particulièrement, peut-être d'autres écoles fonctionnent un peu différemment, notamment les écoles de cinéma d'animation, parce que c'est plus spécifique et il y a la nécessité de présenter des bandes démos, par exemple, ou des books assez particuliers. Mais sur les écoles d'art en général, l'entretien est déterminant. L'entretien, c'est aussi se représenter, enfin en tout cas se positionner face au monde. Et les examinateurs vont essayer de savoir s'il y a une adéquation entre la personnalité du candidat et ce qu'il produit. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des moments qui sont très particuliers parce qu'on essaye de voir quelle est la curiosité du candidat, quelle est son appétence, quelle est sa capacité de raisonnement. Et donc les concours sont plutôt très pointus, en quelque sorte. Quel est le concours le plus difficile pour les écoles d'art? Alors pour les écoles d'art, les concours le plus difficile, il y a deux concours qui sont très difficiles à Paris en tout cas, c'est effectivement les arts déco. Il y a 3000 candidats et ils en prennent 80, après 90 globalement sur l'ensemble des filières, parce que vous savez c'est des filières c'est des filières qui sont en silo. Moi je me souviens, j'étais directeur de l'ENSI des ateliers, qui est une école de design qui est sur Parcoursup aujourd'hui. Parcoursup, qui est une grande école nationale de design, et c'est pareil, on prenait, il y avait les arts déco aussi sont sur Parcoursup, il me semble, ouais. et les beaux-arts de Paris aussi. Ouais. Donc il y a pas mal d'écoles les écoles d'art sont rentrées sur Parcoursup il y a 1 an ou 2. Et même les Gobelins sont sur Parcoursup. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Et il y a un concours, c'est pas parce que c'est sur Parcoursup qu'il n'y a pas de concours. Exactement. La Parcoursup fonctionne comme une matrice d'enregistrement finalement de l'étudiant. Et ensuite, le concours, c'est ce qui va déterminer l'acceptabilité de l'étudiant ou pas. Et à l'ENSI, c'est pareil, il y a à peu près 1500 candidats pour 34 places, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est des endroits où on va effectivement essayer de trouver
des étudiants qui ont une capacité à pouvoir être dans le bon profil de l'école. Mais il n'y a pas que ces écoles-là aussi. Hein. Moi, si on parle des métiers d'art, il y a des myriades, je parlais tout à l'heure des myriades de formations. Et je me permets peut-être, Sophie, de présenter un document qui est un document qui rassemble les formations publiques et qui s'appelle, il faut aller sur campusartdesign.com. C'est une association qui est d'ailleurs hébergée par les Arts Déco aujourd'hui. Et si vous allez sur le site, vous allez retrouver ce petit fascicule, mais en forme numérique. Et c'est une bible. C'est-à-dire que vous avez là-dessus toutes les formations. Alors ça va du CAP, en passant par les DNMAD, en passant par les DNA, les DNSEP, le DENSAD des Arts Déco. Et vous avez toutes les écoles. Et en fait, c'est classifié par type de formation, les arts du feu, le spectacle événementiel, donc qui correspond aussi à tous ces métiers d'art qui constituent les métiers de la création, et comme le sont le cinéma d'animation et ainsi de suite. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces métiers d'art, et donc il y a la mode aussi, enfin il y a tout ça, et récupérer ce petit document parce que vraiment c'est une bible d'informations pour vous, quoi, véritablement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles d'art comme l'ENSI Les Ateliers, hein, qui est une école dans le 11e arrondissement qui est et aussi, on parlait des Gobelins, des Arts Déco, qui sont sur Parcoursup. Du coup, est-ce qu'on a encore besoin d'aller chez vous en prépa ? Oui, alors... C'est pas garanti d'être pris en terminale. Oui, non. Alors oui, enfin, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans les écoles d'art en général, enfin, celles qui sont, moi je connais les chiffres des écoles d'art qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, les écoles des Beaux-Arts, enfin voilà, il y a à peu près un étudiant sur deux qui rentre dans ces écoles directement de post-bac. Donc voilà, et il y a l'autre moitié des étudiants rentrent après avoir fait une prépa. La prépa, c'est intéressant pour deux raisons, parce que d'abord, ça permet quand même d'upgrader le niveau et d'arriver au concours avec quand même un meilleur bagage. Un bagage quand même qui est plus important. Mais néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, la moitié des étudiants rentrent directement, donc c'est pas non plus un critère absolu. Et puis, ça correspond aussi, je conseille moi plutôt la prépa pour des étudiants qui seraient encore un peu en phase d'expérimentation et de se dire mais en fait quel métier je vais choisir et quel type de formation, parce que c'est pas toujours évident. Des fois on a envie vaguement de faire un métier, on ne sait pas trop, et puis on se cherche un peu, on cherche son école. Et la prépa, c'est quand même un formidable vecteur pour se déterminer, se positionner et du coup enrichir sa vision de l'ensemble des écoles et pouvoir avancer. Et puis parfois aussi, il faut aussi considérer qu'il y a des gens qui font une année de prépa parce qu'ils pensent vouloir faire des carrières artistiques et ils vont se rendre compte que c'est pas fait pour eux et du coup ils vont faire autre chose aussi. Donc ça, voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à faire une prépa, mais sachez que ça n'est pas une obligation. Oui. Si vous êtes admis directement en terminale dans l'école de vos rêves, évidemment vous n'aurez pas besoin de prépa, c'est normal. Mais c'est vrai que la sélection est assez rude, hein. Moi, j'ai toujours, ça a l'air plus simple de rentrer à Polytechnique que rentrer aux Arts Déco parfois. C'est moins de 5% d'admis chaque année, je crois de l'ordre de 3%. Non, c'est 5% aux 5% Arts Déco, et peut-être 10% à l'ENSI. 7% à l'ENSI. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrypter, puisque vous êtes une prépa quand même, comment se passe par exemple le concours des Arts Déco, je sais pas, ou d'une école comme ça, d'une école aussi sélective? C'est des parcours un peu compliqués à plusieurs étapes. Il y a des étapes qui sont où on va vous demander de rédiger une lettre de motivation, où vous allez avoir un entretien, ça c'est indispensable, présentation d'un dossier. Et donc ça peut être par plusieurs étapes. Et c'est le cas aux Arts Déco. Parfois, effectivement, oui, il y a il vous donne le nom du sujet, voilà. Et vous avez 24 heures pour le faire chez vous et l'envoyer. Voilà, mais même plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez présenter un dossier aux Arts Déco, un dossier à partir d'un sujet. Vous avez quand même pas mal de temps pour le réaliser, mais il faut arriver le jour J en ayant répondu à la question posée, qui peut être parfois un peu complexe. Un peu tordu, hein, parfois. Un peu tordu, un peu complexe. Ça peut être un mot. Ouais. L'ENSI, c'est très différent. C'est un parcours finalement où vous allez par exemple rentrer et on va vous faire passer par des ateliers. Et des ateliers qui sont vraiment très intéressants. Notamment, il y a l'atelier qui est très connu, celui du Lego, où vous avez 2 postes et vous avez une maquette en Lego un peu abstraite, mais qui est très complexe et qui est cachée. Et en fait, l'équipe, c'est une équipe qui est constituée de candidats. Et l'équipe doit, un par un, chacun doit venir regarder le Lego, revenir vers son équipe et essayer d'amener des informations à son équipe pour qu'il réalise le même Lego qui est caché. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit les capacités de lead, les capacités de la façon de réinterroger
aussi pour certains candidats le process en disant on va s'organiser comme ça, on va s'organiser comme ça. Et donc, ce sont des ateliers qui donnent des informations essentielles à la sélection du candidat. Et c'est là où on arrive à voir vraiment les gens qui sont idoines pour cette école ou pas. Donc, vous voyez, vous avez tout type de concours, mais effectivement, quand même, vous avez généralement, ça c'est la grande règle, le dossier avec vos productions personnelles et puis ensuite l'entretien qui va être quand même déterminant. J'ai une question, Maude Dufour. Comment on va faire avec l'intelligence artificielle? Je viens de lui poser la question. C'est de la triche. Moi aussi, je triche. Eh ben, on va faire avec. Tous ces jeunes, ils vont tricher aussi. On va faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Nous, on a déjà commencé parce que c'est vrai que... On résume, il y a quand même aujourd'hui, il y a ChatGPT, vous lui posez une question, il vous répond. Et puis il y a aussi la même chose pour l'image. Ouais. C'est-à-dire, vous lui dites, je voudrais avoir un dessin qui est sur le thème, je ne sais pas, la paresse, parce que c'est le sujet du concours des arts et métiers, des arts déco aujourd'hui. Et il vous fait le dessin en question. Pour nous, c'est pas vraiment un problème, c'est une nouvelle contrainte qu'il faut faire avec. Est-ce qu'on va revenir aux épreuves en présentiel, comme on dit? Peut-être que ça va être ça la clé, mais ça va être. Il y a déjà des écoles qui sont positionnées. J'ai vu que Sciences Po allait remettre une épreuve en présentiel pour éviter la triche, tout simplement. Et ça va être aussi de former les jeunes à ce nouvel outil, parce que pour le moment, c'est un nouvel outil, c'est un nouvel assistant. Moi, je m'en sers tous les jours. Des étudiants s'en servent aussi tous les jours pour agrémenter, pour upgrader aussi leur travail. Il va falloir arriver on n'a plus le choix. De toute façon, l'intelligence artificielle est là. Elle va être de plus en plus génératrice de contenu. Il va falloir travailler avec. Et donc, voilà. En tous les cas, l'intelligence artificielle ne connaît pas la mort, ne connaît pas la perte de quelqu'un de cher, ne connaît pas la déception amoureuse, ne connaît pas la joie absolue. Donc, en tous les cas, dans ces champs-là de création, on est encore là quand même, en tant qu'humain. Et de toute façon, derrière l'IA, il y a quand même des humains qui créent tout ça. Donc, on est encore là pour un moment. D'accord. Philippe Lobby, comment vous allez vous adapter avec l'IA? Eh bien, l'IA pour nous, c'est pas non plus vraiment un problème parce qu'en fait, nos sujets, nos cours, surtout déjà pour les premières années, mais même ensuite, on suit nos étudiants sur leurs projets. L'école est composée principalement d'intervenants qui sont des professionnels des différents milieux de nos filières. Et en fait, on va suivre et accompagner les étudiants, leur apprendre à gérer leurs idées par différentes étapes. Et du coup, on les suit et on travaille avec eux. Alors, si vous donnez un sujet à un groupe d'élèves et puis vous apercevez qu'ils ont tous utilisé l'IA pour le faire, comment vous allez les noter? S'ils ont utilisé une IA, c'est 0. D'accord. Là... On les empêche pas d'utiliser l'IA parce que, par exemple, on va demander à un étudiant ou des étudiants de créer un personnage. On va justement peut-être même lui dire, mais aide-toi de l'IA pour commencer à projeter ce truc-là, et toi après y mettre du sens et encore plus de choses. On peut pas empêcher je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens de travailler avec l'IA. Il va falloir trouver d'autres moyens de corriger ou de noter, mais en tous les cas, je pense que c'est déjà peut-être un peu vain d'empêcher les gens de travailler avec l'IA, parce qu'on va y être obligé. L'idée, c'est pas, en tout cas nous, c'est pas de les empêcher, mais on leur apprend des techniques. Par exemple, on a des narrative designers et des visual designers, et on apprend aux narrative designers qui doivent aussi arriver à exprimer leurs idées à travers des images. Et on leur apprend par exemple du photomontage, de différentes techniques qui vont leur permettre, malgré qu'ils ne savent pas bien dessiner, à représenter leurs idées. Donc le but des exercices en général sont effectivement d'apprendre à communiquer comme tout le monde, en tout cas de représenter leurs idées. L'IA, ça fait partie des sujets que l'école travaille effectivement à comment l'intégrer, mais en tout cas au sein des cours pour l'instant, je pense que nos étudiants comprennent bien que c'est pas dans leur intérêt non plus. C'est pas dans leur intérêt. Le but, c'est d'être créatif, de leur apprendre et aussi trouver des solutions. Voilà. Et ça s'apprend à être créatif. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Donc, si vous avez des questions sur les métiers, sur les études, bien sûr, les concours, n'hésitez pas. Philippe Lobby, donc de Supréa,
Maude Dufour de l'École des Nouvelles Images d'Avignon et Yann Fabès de l'Atelier de Sèvres, donc qui sont des grands connaisseurs, pas uniquement de leurs écoles, mais de toutes les écoles en général d'art, qu'elles soient publiques ou privées. Si vous avez des questions sur la sélection, tout simplement, à l'entrée de ces écoles aussi. Moi, ce que j'ai vu comme gros changement quand même ces dernières années, c'est l'arrivée de ces écoles sur Parcoursup. Donc, c'est quand même un gros changement. Il y a toujours cette peur de se dire, ils vont me juger sur mes notes au bac, alors que moi, je suis très créatif, je sais hyper bien dessiner, mais évidemment, j'ai pas de notes là-dessus. Comment on fait pour les aider, justement, Yann? Il y a toujours ce stress-là, quand même. Ça dépend vraiment des écoles. Vous avez les écoles dont on parle depuis tout à l'heure sur les cinémas d'animation, les écoles d'art en général. Voilà. On a quand même compris, enfin, je pense que vous avez compris que le maître mot, c'est la question du concours et de la façon dont on va surtout se valoriser par rapport à sa production et puis voilà, et montrer qu'on est quand même assez fait pour devenir un créatif et c'est important. Et puis vous avez donc, et ces écoles sont malgré tout sur Parcoursup et donc ce qu'elles vont, le Parcoursup sert de base administrative finalement. Les étudiants passent les concours dans les écoles et ensuite c'est les écoles qui décident d'intégrer les étudiants dans leurs écoles ou pas. Voilà. Il y a des formations où le dossier scolaire va compter plus. Et notamment, c'est le cas des écoles d'architecture. Les écoles d'architecture qui sont sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, elles, par contre, vont regarder ce que vous avez produit dans le cadre, si vous sortez du bac, en post-bac, vous passez par Parcoursup, donc vos notes sont sur Parcoursup, et ces notes-là vont être regardées et vont compter en partie là dans l'entrée dans l'école. Donc c'est très variable en fonction des écoles, mais sachez que les écoles d'art en général, c'est pas le parcours scolaire n'est pas étudié, et d'ailleurs vous avez même des dérogations pour les non-bacheliers à pouvoir rentrer dans ces écoles-là. Je crois que c'est les dernières écoles d'ailleurs aujourd'hui en France à laisser entrer des étudiants qui n'ont pas le bac. Mais c'est vrai que pour Olivier de Serres, il y a quand même Olivier de Serres, Boulle, Dupéré, etc., les écoles parisiennes. Voilà, là par contre, ils vont regarder votre dossier sur Parcoursup, ils vont regarder vos moyennes, etc. Donc, nous, je dirais qu'à l'école, par exemple, on va plus regarder les appréciations que les notes. On va regarder l'absentéisme, on va regarder vraiment les appréciations générales en bas. Et c'est ça qui va faire un peu le profil aussi de l'étudiant. Quel que soit le bac, il n'y a pas de critère de bac particulier. Le bac, c'est la clé, en fait. Et après, mais voilà, faites attention aux appréciations et au comportement en classe. Merci. On me donne un autre micro. Vous m'entendez, là? Non? Ah, ça va. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Nous, pareil, effectivement, on regarde quand même les notes. Enfin, moi, je regarde les notes, on me les donne avant de faire un entretien avec un étudiant, mais c'est vrai que ça me permet juste de visualiser un petit peu l'étudiant avec qui je vais discuter, mais je sais qu'effectivement, nous, on est des écoles de passion. Tous ceux qui sont au lycée ne sont pas forcément passionnés par ce qu'ils font, et ils vont peut-être être excellents avec nous, alors qu'ils ne le seront pas forcément à l'école. Donc, comme on disait, effectivement, les appréciations, regarder l'absentéisme, c'est des choses intéressantes, mais ça va donner sujet à discussion avec le candidat pour voir un petit peu quelles sont ses réponses, comment il rebondit par rapport à ses appréciations, ses notes, et ça va nous permettre à nous de nous faire aussi une idée de la personnalité de l'étudiant. J'ai une question sur l'argent, le prix des écoles, parce que souvent, il y a des écoles publiques, alors on peut faire un petit panorama. Ça va intéresser les... Ah, je sens que les parents se réveillent là, on parle de sous. Voilà, les parents mécènes se réveillent, ça touche à leur portefeuille. Mais les écoles d'art, donc il y a les écoles d'art publiques, où là, les écoles du ministère de la Culture, où les études sont... elles ne sont pas gratuites, mais c'est de l'ordre de 600 € environ par an. Ensuite, il y a les écoles qui dépendent de l'éducation nationale, où là, elles sont... gratuites, il me semble, donc Boulle, Dupéré, Olivier de Serres, etc. Évidemment, c'est les plus prisées parce qu'elles sont bonnes, elles sont très sélectives et en plus, elles sont quasiment gratuites. Et puis, il y a les écoles d'architecture aussi, c'est de l'ordre de 600 € environ par an, quelque chose comme ça. Elles ne sont pas gratuites, contrairement à ce qu'on peut penser.
Mais c'est pas très cher, hein, 600 € par an pour les écoles d'architecture. Après, il y a les écoles consulaires, donc les Gobelins par exemple, qui sont des écoles payantes. Donc il faut compter de l'ordre de 6 000 € à peu près, ou plus 8 000 €, 8 000 par an pour les Gobelins. Donc là, c'est plus cher. Et elles sont à un statut privé. Et puis après, il y a des écoles, d'art qui proposent aussi des formations en apprentissage. Est-ce que vous faites ça, l'apprentissage ou l'alternance ou les contrats pro? Parce que c'est une façon aussi de ne pas payer ses frais de scolarité, mais évidemment, il faut trouver un employeur. Est-ce que c'est des choses que vous regardez Ça fait partie de notre formation, c'est-à-dire que nos écoles sont des titres RNCP de niveau 6 et 7, Oui. et du coup, il leur permet d'obtenir une alternance dans notre école à partir de la 3e année. Donc la première et la deuxième sont en initiale. Là, ils doivent Donc là, c'est effectivement payant. payer. Et à partir de là, nous, on les prépare à être capables de se présenter, d'obtenir une alternance, d'être prêts à intégrer une entreprise. Et à partir de la 3e année, effectivement, c'est l'entreprise qui finance l'étudiant. D'accord. Donc là, ils payent les frais de scolarité, enfin l'organisme paritaire, et l'étudiant est payé. C'est l'entreprise qui prend tout en charge, et ils reçoivent effectivement un salaire. Avec les OPCO, ils reçoivent effectivement un SMIC. Voilà. Ou l'équivalent. Oui, en fonction de l'âge de l'étudiant. Exactement. Est-ce que vous avez créé l'apprentissage, l'alternance dans votre école? On est en formation initiale sur tout le cursus. Il n'y a pas d'alternance, il y a un stage à faire pendant le cursus de 8 semaines sur les 2 dernières années, mais on n'est pas encore à réfléchir là-dessus et je ne sais pas si on va le faire. Merci. Mais je connais d'autres écoles qui proposent de l'apprentissage, à Paris en tout cas. Moi, j'en connais une, Isart Digital, qui propose l'apprentissage pour tout ce qui est jeux vidéo et cinéma d'animation. Porte de Bagnolet aussi, il y a il y a un CFA, en fait, des métiers du graphisme, qui propose aussi des formations en apprentissage, ce qui permet de réduire sérieusement la facture aussi, parce que ce sont des études qui peuvent coûter cher. Vous êtes à combien par an? On est à 8 100 € sur les 2 formations cinéma d'animation et on est à 7 500 sur la formation jeux vidéo. C'est vrai que c'est une particularité, merci, des écoles d'art par rapport à d'autres types d'écoles. Enfin, si, il y a quand même, vous avez des concurrents, les écoles de commerce quand même. Et d'ingénieurs, la plupart sont publiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi des écoles privées. Après, à la différence peut-être des écoles de commerce, on a des licences qui nous coûtent environ 200 000 € l'année. On a des ordinateurs de pointe où il faut donc toujours régulièrement changer les ordinateurs. On a des tablettes, on a des logiciels qui coûtent cher. Voilà. Oui, il y a du matériel. Ça justifie peut-être plus que des études de compta. Fermez-la. On ne dit rien. Hein, je prépare le classement des écoles de commerce bientôt. Donc, et puis, alors, l'atelier de Sèvres, c'est quel prix, en fait, pour l'atelier de Sèvres? Moi, j'aime bien parler argent parce que c'est important. Ouais. Voilà. Tout dépend, on est sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des frais techniques qui sont très importants en prépa parce qu'on a des ateliers céramique, sérigraphie. On a aussi en animation beaucoup d'équipements informatiques, hein, forcément, de fait. Donc la prépa, c'est à peu près autour de... La SCOL est à 8 000 €, mais il faut compter 10 000 € à peu près en global pour une année. Et on a aussi, nous, des formations, donc on a des formations titre RNCP d'ailleurs en bachelor, je vais y arriver, en cinéma d'animation, et un master aussi en cinéma d'animation. Et c'est pareil, c'est à peu près les mêmes tarifs. On est à Paris, là, c'est en plein cœur de Paris, et on est à peu près à 9 000 et quelques euros, quoi, presque 10 000. Et là, vous proposez aussi des formations en alternance Pas du tout. Pas encore. Pas encore. D'accord, pas encore. Pas encore, parce que dans le cinéma d'animation, il y a une problématique de projet par rapport aux studios. Les studios fonctionnent sur des projets qui sont sur des temporalités assez spécifiques et qui sont assez peu idoines par rapport à la question de l'intégration d'étudiants en alternance, en fait. Voilà. Donc il y a une discussion, parce que nous on est au sein du RECA, j'imagine que vous aussi, hein, bien sûr. Hein, et le RECA, c'est le réseau des écoles de cinéma d'animation. Donc voilà. Ils ont un site
Ouais. Et il y a un certain nombre d'écoles en France qui sont Voilà. reconnues par cet Et organisme. les C'est écoles assez qui sont sérieux. Eureka, c'est un label quand même de reconnaissance. Les écoles qui sont Eureka sont de bonnes écoles normalement, parce que c'est très, très cadré. Mais tout ça pour dire que l'Eureka réfléchit sur ces questions d'alternance et de liens professionnalisants au studio de cinéma d'animation pour contourner un peu cette problématique de temporalité. Voilà. Donc c'est vrai que traditionnellement, il n'y avait pas beaucoup d'apprentissage, quelques poignées d'écoles qui en faisaient, mais c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez de plus en plus. Est-ce qu'il y a des questions sur, sur tout ce dont on a parlé, sur le profil, comment être sûr qu'on est fait pour ce métier? Est-ce que j'ai regardé, il n'y a pas des bilans d'orientation, parce que c'est des métiers quand même assez particuliers, qui sont assez exigeants. Alors je ne sais pas, Maud Dufour. Pour le jeu vidéo, le cinéma d'animation, il faut aimer déjà l'idée de passer des heures et des heures et des heures Oui, ce que vous disiez. à travailler sur un détail pendant des mois. Moi, je me rappelle d'avoir eu des anciens étudiants qui me disaient « Oh là là, j'ai travaillé 6 mois sur la flaque d'eau de Pirates des Caraïbes, quoi. Je n'en peux plus. » Et voilà, c'est ça le métier. C'est de travailler... faire et de refaire. Voilà, de travailler 3-4 ans sur un film qui va sortir dans 5-6 ans et vous ne serez peut-être même pas au générique parce que votre truc, il n'aura pas été pris, quoi. Donc, il faut aimer refaire, défaire, refaire et refaire encore parce que c'est passionnant, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime le travail précis. Et en même temps, je veux dire, on vend pas des armes, quoi. On fait des métiers un peu rigolos dans un univers hyper sérieux, mais parce que on le dit pas souvent, mais c'est une industrie je quand crois même. Que vous l'avez dit, voilà, c'est une industrie créative le jeu vidéo en tous les cas, est l'industrie créative qui génère le plus d'argent en France. Hein, on parle de milliards de dollars. Enfin d'euros, pardon, mais à l'échelle mondiale, c'est des milliards de dollars qui sont sur la table. Donc c'est de la pression. Faut pas vendre du rêve non plus. Hein, en studio, on rigole pas des masses. Hein, c'est du travail, c'est de la pression, mais on fait des choses quand même assez rigolotes. Oui, on peut travailler sur une flaque d'eau déjà. C'est pas comme travailler dans une banque. C'est pas tout à fait pareil. C'est mes métiers quand même de la création. Il faut y aller vraiment en se disant j'aime ça, quoi. D'accord. On peut de toute façon, même avant le bac, même avant les concours, etc., on a aussi beaucoup de possibilités de faire. Est-ce qu'on peut se faire un book en ligne? Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à ceux qui sont encore en seconde, première, je sais pas, de faire un book en ligne Alors en ligne, je sais pas. En tout cas, se faire un book, c'est sûr qu'on peut. Parce que effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est constituer un recueil de tout ce qui nous représente, de tout ce qu'on aime. Parfois, c'est plus difficile que d'autres. Hein. Quand on aime le cinéma, c'est peut-être faire des vidéos, un showreel, ce qui est l'équivalent en vidéo d'un book, où on va mettre des extraits de tout ce qu'on a fait et d'essayer de le mettre en place pour que ça devienne intéressant et que les recruteurs ou les personnes qui vont le regarder aient envie de s'intéresser à justement ces extraits, en voir plus et s'intéresser un peu plus à la personne. J'ai vu certains se créer des petits comptes. Alors j'ai vu un jeune il est en terminale et il m'a montré. Alors lui, il est passionné de design automobile. Voilà, il veut être designer de Ferrari. Bon, bien sûr. Et du coup, il s'est fait un petit compte sur l'automobile, tout simplement, un compte Instagram. Est-ce que ça compte lorsqu'il fera son dossier sur Parcoursup? C'est ce qu'il m'a demandé, il m'a posé la question. Alors, est-ce que vous pensez que ça compte, le fait que j'ai fait mon petit compte Instagram sur l'automobile, parce que je veux être designer automobile? Alors, je ne peux pas parler pour Parcoursup, parce que nous ne passons pas Parcoursup. Non, mais en général, est-ce que alors, j'ai déjà un étudiant, effectivement, qui est arrivé, qui voulait rentrer dans l'école, dans la filière jeux vidéo, et qui n'avait que des photos de voitures. Effectivement, c'était un peu déstabilisant au début. Mais il s'avère effectivement... Remarquez, il y a des jeux vidéo sur la voiture. Même moi, je suis au courant. Tout à fait. Et finalement, à travers les exercices, c'est-à-dire qu'on leur donne aussi une certaine liberté en apprenant les outils comme Illustrator, Photoshop. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec cet étudiant en particulier, qu'il apprenait très très vite dès que le sujet tournait autour des voitures et qu'il faisait des créations assez incroyables. Il y a des obsessionnels de la voiture chez les jeunes. Alors, c'est chez les jeunes garçons, faut être honnête. J'ai envie de dire qu'en première année, au tout début, quand on essaye de les attirer vers ces métiers-là, c'est un bon tremplin pour justement apprendre les outils.
Mais ensuite, on essaye de leur apprendre à devenir professionnels, à se détacher de ce qui est uniquement leur passion et de savoir aussi répondre à un brief et la demande d'un client. Et du coup, c'est là où il faut Oui, il y a aussi... sa passion et puis il y a le client qui veut quelque chose. Exactement. Bon, c'est un peu comme journaliste. Hein. Moi, je voulais être écrivain, mais bon, bah là, je suis obligée d'écrire pour le Figaro. Non, je rigole. Est-ce que j'ai une question parce que là encore, c'est des jeunes qui m'ont posé la question. Est-ce qu'il y a du travail pour les designers? Est-ce qu'on peut être designer automobile, designer Est-ce qu'il y a des débouchés? J'aime bien poser les questions oui. de Joker Non, mais que bien, des jeunes alors, me posent. Ouais, bien sûr. Ou leur maman ou leur papa, j'avoue, Ouais. parfois. Non, Donc non, non. dis, je vais le poser à la conférence. Alors, d'abord, la terminologie de designer, elle est quand même aujourd'hui extrêmement étendue. C'est-à-dire qu'on va du design purement industriel, comme on l'évoque. Ça passe aussi par un design qui est plus créatif, notamment qui touche la question du mobilier, enfin des arts de vivre en fait globalement. Et puis Ceux qui créent les couverts, ceux qui créent les tables, les Absolument. meubles, les armoires, etc. Ce sont aussi des Absolument. designers. Voilà, donc ce design industriel, design des arts de vivre. Et puis il y a aussi aujourd'hui de plus en plus un design qui est plus un design de gestion, enfin de relations au niveau des sociétés, c'est-à-dire la question de la gestion des entreprises et comment est-ce qu'on peut modéliser des formes de travail différentes, des formes d'organisation différentes. Et il y a des designers aujourd'hui qui sont, et c'est leur métier, de réfléchir à ces questions des organisations. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a un spectre qui est extrêmement large. Les métiers, enfin, les débouchés, oui, assurément. Quand on fait par exemple une école comme l'ENSI, les ateliers, où vous y avez travaillé, Ouais. est-ce qu'on trouve du travail après? Oui, on trouve du travail. C'est-à-dire que les Il y étudiants... a une école Strat, par exemple, à Strat, Sèvres. pareil, c'est pareil, effectivement. On trouve très vite des métiers derrière, notamment dans le cadre industriel, hein, dans des entreprises, dans des sociétés, mais aussi on a des designers qui s'agrègent avec d'autres compétences, architectes, décorateurs et ainsi de suite, et qui vont constituer des entreprises, donc avec une dimension très entrepreneuriale. Donc on a vraiment toutes les typologies ensuite d'insertion professionnelle. Les designers, c'est beaucoup des gens, on n'a pas forcément dans une entreprise un designer à plein temps. Ça dépend des entreprises. D'accord. Ça dépend des oui, entreprises. Quand on s'appelle Renault, peut-être qu'on a des designers à plein temps. Pas que. Ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai qu'effectivement, la question de l'agence de design est un élément très pratique qui répond à un certain nombre de problématiques et qui peut permettre à des entreprises d'aller ponctuellement chercher des designers à un endroit parce qu'ils ont une question à résoudre. C'est vrai que j'ai refait le site internet du Figaro étudiant. Vous pouvez le voir si vous allez sur un... Eh bien, on a fait appel à une agence de design. Exactement. Et le design graphique et la communication, c'est un des éléments. Vous jugerez par vous-même si c'est réussi. Voilà. Et Mais oui, les entreprises font appel à des agences de designers pour refaire leur site. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ou pour lancer un nouveau produit, tout simplement. Oui, absolument. Ah oui. Ou pour mieux s'organiser en interne dans une entreprise. Mais ça, je ne savais pas. Si. On peut faire appel à un designer pour l'organisation. Oui. Un designer qui a une conception un peu systémique des choses et qui va permettre de réfléchir comment observer, parce que le design vient de l'observation. C'est designo, c'est le dessin, et le dessin, c'est la question de l'observation, et vont conceptualiser les choses et modéliser les choses en fonction de leur observation. Voilà. Donc c'est partir d'une problématique, déconstruire la problématique et proposer, construire une solution au problème posé. Puis c'est vrai que le design est un peu partout. Oui. Même quand on va au restaurant, souvent c'est un architecte d'intérieur qui a fait le restaurant. Le design, c'est tout ce qui nous entoure en termes d'objets. Même ici, ça a été designé finalement. Absolument. Même les fauteuils, surtout ici, je dois dire. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être avant la fin de la conférence. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Et je vous souhaite une bonne fin de journée au Salon du Figaro. Merci beaucoup.